Bonjour à tous, bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine nous parlons technologie. Première étape, GITEX, le plus grand salon technologique du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie. Nous irons ensuite en Tunisie. Vous verrez comment les difficultés économiques que rencontre le pays ont boosté les PME et l'entrepreneuriat technologique. Je pense que si la Tunisie a un avenir, ce sera dans les secteurs numériques et informatiques. Aux Émirats arabes unis, les visiteurs ont afflué ce mois-ci au salon GITEX pour découvrir les dernières tendances en matière de mode de vie, de mobilité et d'intelligence artificielle. Autre axe abordé, les réseaux sociaux et la manière dont les entreprises les utilisent pour cibler les consommateurs. Qu'il s'agisse de regarder ses messages, de publier des articles de mode sur des célébrités ou de taguer un ami sur un selfie, la connexion virtuelle est devenue un mode de vie partagé par de nombreuses personnes à travers le monde. L'année dernière, plus de 3 milliards de personnes ont utilisé les réseaux sociaux tous les mois. Cela signifie que 42% de la population mondiale a suivi des forums, publié et ou fait défiler des flux d'actualité. Face à ce constat, les marques se sont alors posé la question suivante: comment amener les utilisateurs à aimer ce que nous vendons ? Beaucoup espèrent trouver la réponse au GITEX, une plateforme technologique qui attire chaque année à Dubaï et depuis 1981 les plus grands experts mondiaux du secteur. Cette année, le Dr Crystal Abidine, anthropologue du numérique, a présenté ses dernières découvertes sur le marketing d'influence et notamment l'astrosurfing, ou comment cacher des messages sponsorisés ou des produits dans des images pour influencer secrètement les internautes. Nous avons rencontré le Dr Abidine. Elle nous explique comment les spécialistes du marketing et les partis politiques s'approprient les réseaux sociaux et rusent pour faire passer leur message. Vous divertissez les consommateurs en comblant leur appétit pour les ragots. Vous élaborez ensuite un plan pour désamorcer la situation et noyer le scandale, tout en conservant l'intérêt des gens avant de leur lâcher la pépite d'or, à savoir le message que vous souhaitez faire passer ou le produit que vous voulez sponsoriser. Pour fidéliser leurs clients, certains consultants en marque assurent qu'ils ont besoin d'être au plus proche de leur public et d'exploiter pour ce faire des plateformes spécifiques. Les spécialistes du marketing ont un gros problème à l'heure actuelle. Ils ont tendance à considérer les réseaux sociaux comme un ensemble de contenus et à leur appliquer une stratégie unique. Or, la façon d'intervenir sur Facebook est totalement différente de celle mise en œuvre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Reddit. Sur LinkedIn, par exemple, les publications sont souvent plus conventionnelles et d'ordre professionnel, alors que sur Facebook, elles sont plus intimes, en lien avec la famille et les amis. Sur le site web communautaire Reddit, les utilisateurs peuvent rester anonymes et sont donc plus ouverts. La société de vêtements japonaise Uniqlo a su saisir l'opportunité. Elle apporte une réponse personnalisée à ses clients sur le produit qui les intéresse. Bilan, Uniqlo a vu ses ventes en ligne augmenter de 20% en 2015. Si nous sommes des marques et que nous cherchons à nous engager dans l'espace des réseaux sociaux, alors ce que nous devons faire, c'est trouver un dénominateur commun entre ce que notre marque représente et ce qui intéresse vraiment les gens. Essayez d'imaginer le diagramme de Venn qui combine valeur ajoutée et reconnaissance de la marque. Le fournisseur de logiciels marketing Emarsys aide plus de 2000 marques dans le monde à trouver les meilleurs moyens pour atteindre les consommateurs sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Adam Sux, directeur régional de la société, est en poste aux Émirats arabes unis. Il nous explique comment les consommateurs préfèrent être ciblés. Ici, au Moyen-Orient, les marques peuvent obtenir des données clients beaucoup plus facilement que dans d'autres régions. Par exemple, en Arabie Saoudite, les consommateurs sont presque habitués à donner leur numéro de portable, mais ils n'aiment pas donner leur adresse email, ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe en Europe. En 2015, le détaillant britannique Brand Halley, spécialisé dans le e-commerce, a été un exemple de réussite en matière de marketing sur les réseaux sociaux. En créant des publicités ciblées pour les utilisateurs de Facebook et Instagram, il a vu ses ventes augmenter de plus de 50%. Pour Adam Suk, cela indique que les marques doivent s'adapter à l'évolution du marché dont les clients sont les principaux influenceurs. Ce n'est pas vraiment à vous ou à l'acheteur ou à la marque de décider quel canal de marketing vous convient le mieux en tant que client individuel. Chacun a ses préférences. Nous vivons à l'ère du consommateur, ce qui signifie que ce dernier décide vraiment de la façon dont il souhaite recevoir des informations.
En définitive, les entreprises doivent tenir compte du coût d'une campagne marketing sur les réseaux sociaux. En moyenne, les marques doivent payer $1 pour chaque publicité Facebook menant à leur page. Pour le même prix, elles peuvent envoyer 40 SMS par téléphone ou 1600 emails. Le marché mondial des logiciels de marketing numérique était estimé à environ 37,5 milliards de dollars en 2017. D'ici 2026, le marché pourrait avoir plus que doublé pour atteindre environ 90 milliards de dollars, même si au final, le dernier mot reviendra toujours aux consommateurs. Direction l'Afrique du Nord à présent, où de plus en plus de jeunes diplômés et de demandeurs d'emploi choisissent de faire cavalier seul en lançant leur propre entreprise technologique. Roselyse Thompson s'est rendue en Tunisie pour rencontrer une communauté grandissante dans l'écosystème start-up. En Tunisie, le taux de chômage avoisine les 15%. L'économie stagne et plus d'un tiers des personnes diplômées sont au chômage selon les statistiques gouvernementales. De nombreux jeunes Tunisiens ont donc décidé de prendre les choses en main et de développer la culture entrepreneuriale et des PME. Dans cet espace de coworking dans le centre-ville de Tunis, ces startups technologiques se préparent à présenter leur entreprise aux investisseurs. Au cours des 4 derniers mois, Flat6 Labs les a accompagnés, leur offrant jusqu'à $50 000 de capital en phase de démarrage. L'accélérateur de start-up est présent à Tunis, Beyrouth et Bahreïn. Gagner sa place dans ce programme n'est pas facile. À chaque cycle, seulement 8 candidats sur 400 sont sélectionnés. La Tunisie est un endroit très stimulant. Il y a beaucoup d'innovations, de nouveaux entrepreneurs, des jeunes intelligents qui cherchent des solutions créatives et innovantes aux problèmes du quotidien. Flat6 Labs est présent à Tunis depuis 2 ans. Nous avons assisté à nombre de changements autour de l'écosystème. Nous étions à environ 50 startups quand nous avons commencé. Nous sommes maintenant entre 600 et 700. Béchir est diplômé du programme et cofondateur de FabSkill, start-up spécialisée dans la digitalisation du processus de recrutement. À l'heure actuelle, j'ai une toile d'araignée d'intelligence artificielle sur le visage. Elle indique si je suis heureuse, triste, en colère, nerveuse. Toutes les qualités nécessaires pour choisir un candidat potentiel. Depuis son lancement il y a 8 mois, le logiciel de Béchir est utilisé par 5 entreprises internationales dans le recrutement de leurs candidats. Je pense que si la Tunisie a un avenir, ce sera dans le secteur des technologies numériques et de l'informatique, avec une population très instruite qui travaillera principalement à l'étranger. Et si nous pouvons donner à ces personnes le bon écosystème ici, si elles peuvent travailler sur des technologies de pointe et des choses plus difficiles, elles pourront créer quelque chose d'impressionnant. PricewaterhouseCoopers estime que l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 15,7 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, et Béchir n'est pas le seul entrepreneur à se lancer sur ce créneau. Il y a quelques années, Zohar Slim travaillait pour un SAV informatique dans un centre d'appel. Elle est désormais cofondatrice de l'une des principales sociétés tunisiennes d'intelligence artificielle. Fondée en 2014, Instadeep, qui compte 60 personnes réparties dans ses bureaux européens et africains, crée des systèmes d'intelligence artificielle qui optimisent les processus de prise de décision dans l'industrie. Je pense que la technologie est le bon choix, car nous avons des problèmes en Afrique et au Moyen-Orient et un peu partout dans le monde concernant les importations et les exportations de biens. Il faut attendre, c'est pénible. Mais pour exporter un logiciel, il suffit de l'envoyer, il n'y a pas de limite. En Tunisie, nous n'avons pas de grandes réserves de pétrole, mais nous avons nos cerveaux. Une grande partie de ce qui se passe ici est en lien avec la technologie. L'année dernière, le gouvernement tunisien a promulgué la loi sur la création d'entreprises. Elle implique des réformes et une série de mesures politiques visant à développer l'écosystème entrepreneurial et technologique du pays. Il y a 8 ans, Walid Sultan Midani a lancé Digital Mania, une société de jeux vidéo indépendante. Avec 128 jeux à son actif, l'entreprise s'est orientée vers la réalité virtuelle.
Pour Walid, malgré de réelles avancées, trop de bureaucratie étouffe encore l'écosystème des startups en Tunisie. Je veux aller à 1000 km/h. Je ne peux pas me permettre de n'aller qu'à 200 km/h. Il y a de nombreux talents ici, mais les obstacles sont vraiment frustrants. Ouvrez simplement la porte et laissez faire. Vous verrez que dans 2 ans, quelque chose de magnifique émergera d'ici. Comme InstaDeep et d'autres startups tunisiennes, Digital Mania a dû transférer son siège en Europe pour contourner les obstacles et se développer. Aujourd'hui, nous poussons les gens à créer des startups, à créer toute cette valeur. Nous disons, allons à l'assaut du marché international, mondial. Et on n'est même pas en mesure de créer un compte marchand ou d'avoir les mêmes outils que quiconque dans ce monde. Les entrepreneurs tunisiens sont fin prêts, ils attendent juste que leur gouvernement leur donne du carburant. C'est tout pour cet épisode d'Inspire Middle East. Retrouvez tous nos programmes en ligne sur notre site euronews.com. Avant de nous quitter, voici quelques publications Instagram depuis le salon JTEX qui ont retenu notre attention cette semaine. Naufal d'Inde s'est offert un petit voyage dans le temps. Mohamed d'Égypte a plongé la tête la première dans le JTEX via un vol en réalité virtuelle. Naomi s'est offert un moment lumineux sur ce stand d'incubateur d'entreprise. Enfin, Paul de Grande-Bretagne nourrissait de grands espoirs que ce chien robotique fasse une démonstration de breakdance.